Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Paris où il prend part au Forum des marchés émergents. Le chef de l'État a co-animé hier un panel avec l'ancien directeur général du FMI et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. Il s'agissait pour eux de proposer des solutions face aux défis globaux entre aujourd'hui et 2050. Abiba Dambélé-Saoui. Le président Alassane Ouattara est l'invité spécial du Forum des marchés émergents, une organisation à but non lucratif créée en 2005, dirigée par d'imminentes personnalités telles que l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, l'ancien président des Philippines, Fidel Ramos, ou encore l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Camdessus. De 2005 à ce jour, le Forum des marchés émergents a tenu 24 rencontres à travers le monde. Ces forums sont répartis entre la réunion globale annuelle et les forums régionaux, comme celui tenu à Abidjan en 2013. À Paris, un livre sera présenté. Il s'intitule « Le monde en 2050 pour une communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus harmonieuse ». Ses auteurs, 26 éminentes personnalités, déclinent plusieurs scénarios d'un monde envisageable pour 2050. Le scénario central propose une vision positive d'un monde meilleur, plus prospère et plus harmonieux, qui verrait s'atténuer les différences les plus aiguës entre Nord et Sud, entre monde développé et en développement. Le président Alassane Ouattara s'inscrit dans cette démarche. C'est un document qui nous permet, à nous les hommes politiques en tout cas, de ne pas trop nous focaliser sur le court terme, sur la prochaine élection, mais de voir plutôt les prochaines générations. Vous savez, 35 ans, c'est quasiment 2 générations. C'est une opportunité de voir comment nous voulons que le monde soit un meilleur endroit pour nous tous. Et je crois qu'il y a un certain nombre de leçons à retenir. Et moi, je suis particulièrement frappé par la place que l'Afrique et les jeunes auront donc, dans les 35 prochaines années. Et cela nous interpelle et nous demande de faire encore plus d'efforts par rapport à la place de la jeunesse pour le futur. Et je pense que ça nous permet de regarder le long terme et de nous assurer que ce que nous faisons aujourd'hui doit toujours tenir compte de l'avenir. Et que l'Afrique aura une place importante. Les pays en développement en général, la place de la classe moyenne, la place des femmes, la place de la jeunesse. Et c'est une occasion pour nous de nous dire qu'il faut nous concentrer davantage sur la notion de créer des emplois pour les jeunes. Nos solutions sont celles que nous mettons en place. Les 4 dernières années, nous avons bien réussi. Il faut que ce soit toute la sous-région, le continent, le monde. Moi, je suis très heureux de voir que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va un peu plus vite et un peu mieux que ce qui est requis pour réaliser la performance qu'on attendait pour 2050. Alors la seule chose que j'attendrai de la Côte d'Ivoire en tant qu'auteur ou co-auteur de cette étude, c'est qu'elle continue sur ce chemin. Et une fois de plus, elle surprendra le monde. Le Forum de Paris sera marqué par une intervention spéciale du président Alassane Ouattara le mardi 12 avril sur le thème « L'Afrique en 2050, les défis d'une bonne transition démographique ». Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan est depuis lundi à Washington, aux États-Unis. Le chef du gouvernement y est allé participer aux réunions de printemps de la Banque mondiale, Fonds monétaire international. Ces rencontres débutent le 15 avril prochain. Francis Boifou. Daniel Cablon-Duncan aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI du 15 au 17 avril prochain. En plus des réunions statutaires des 2 institutions financières, le chef du gouvernement ivoirien prendra part à des panels d'échange de haut niveau sur des questions d'enjeux mondiaux. La mise en œuvre des engagements face au changement climatique lors de la COP21 à Paris en décembre 2015, le ralentissement de la croissance économique et plus particulièrement des pays émergents et les objectifs du développement durable. Daniel Cablon-Duncan fera aussi le point sur l'état et les perspectives de la coopération entre le FMI, la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, avant d'insister sur la nécessité pour ces institutions d'accompagner la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence en 2020 par la mise en œuvre du Plan national du développement PND 2016-2020. C'est un plan d'action estimé à 30 000 milliards de francs CFA, dont 11 284 milliards de financement pour le secteur public,
et 18 716 milliards de francs CFA pour le privé. Des discussions de haut niveau sont également prévues entre le Premier ministre et les dirigeants du groupe de la Banque mondiale sur la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays 2016-2019 qui a été approuvé en septembre 2015. Avant de regagner Abidjan le 19 avril prochain, le chef du gouvernement ivoirien et sa délégation auront des rencontres avec des partenaires pour concrétiser le projet de financement dans les filières du cacao et de l'anacarde en cours de préparation. Ici à Abidjan, une rencontre s'est ouverte hier entre les directeurs généraux de police et chefs de bureaux centraux et nationaux d'Interpol des États de l'Afrique de l'Ouest. Au centre des discussions, la lutte contre le terrorisme. Ce conclave voit la participation de plusieurs ambassadeurs de pays ouest-africains et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Kader Ouattara, Hamza Diaby. La lutte contre le terrorisme international rassemble de plus en plus. Dans cette dynamique, une formation à l'endroit des directeurs généraux de police et des chefs de bureaux nationaux et centraux d'Interpol de l'Afrique de l'Ouest a débuté ce lundi 11 avril. Objectif, réfléchir sur les stratégies, les méthodes de lutte et les moyens d'action contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Présent à l'ouverture de cette rencontre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a salué la tenue de cette formation qui permettra de mutualiser les efforts. C'est important qu'au niveau des chefs de police, au niveau d'Interpol, il y ait une vraie réflexion pour adapter les postures et les stratégies de notre réponse. Aussi, Ahmed Bakayoko a-t-il mis un accent particulier sur le partage des renseignements entre les services. Il en veut pour preuve la coopération ivoiro-malienne qui a permis d'élucider une partie de l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. La coopération avec le Mali a très bien fonctionné. Grâce à des informations données par les services ivoiriens, ils ont réussi à interpeller déjà 2 personnes. Donc le partage de l'information sur ce qui s'est passé à Bassam va permettre de démonter la cellule. Au terme de cette formation, des propositions seront faites aux États en vue d'adopter une posture commune face à la menace djihadiste. Après la réunion quadripartite des ministres en charge de la sécurité du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu les 23 et 24 mars dernier à Abidjan, c'est la deuxième fois que des assises se tiennent dans le cadre de l'expérimentation dans la lutte contre le terrorisme. Abidjan abrite le siège du bureau d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest depuis 1994. Direction la région du Bafing où 50 personnes ont été opérées de la hernie. C'est une initiative de la plateforme Bafing de demain. Les détails avec Victorine Yaoyoboui. Venus des 3 départements de la région du Bafing, à savoir Waninou, Koro et Touba, ce sont plus de 50 personnes qui ont été opérées gratuitement de la hernie au CHU de Touba. Ces interventions n'auraient pas été possibles sans la générosité de la plateforme Bafing de demain, soucieuse de la santé de ces populations. 5 millions de francs CFA, c'est le coût de cette action et elle va contribuer aux efforts de l'État dans la prise en charge sanitaire des populations rurales. Les bénéficiaires ont salué l'initiative de la plateforme Bafing de demain qui vient les débarrasser de la hernie. Ce boulet les empêchait de vaquer correctement à leurs occupations par manque de vigueur. Nul doute alors que cette action sanitaire aura un impact positif sur le développement économique du Bafing. Ivoirien nouveau, donc il soit en bonne santé. Voilà l'émergence. C'est pourquoi nous avons choisi de venir vraiment appuyer nos parents pour qu'ils soient en bonne santé et que nous allions tous ensemble à l'émergence. En 2 années d'existence, la plateforme Bafing de demain est à son 4e geste en faveur du bien-être des populations de cette région. L'ONG Save the Children soutient l'école obligatoire. Elle a initié le projet Educate a Child. Des écoles ont été offertes à 82 villages. Hassan Kane, Ouattara Amadou. Le déficit en infrastructures scolaires modernes en milieu rural, une réelle préoccupation pour la population des régions du nord du pays. Il n'y a pas d'école chez nous, dont les enfants souffrent. Ils marchent pour aller au loin. Les enfants là, c'est dans un cabane, ils étudient. Donc quand il pleut comme ça, l'eau coule, l'eau coule pour rentrer derrière eux.
À cet effet, depuis 2013, un projet a vu le jour dénommé Educate a Child, une initiative de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Ce projet apporte un appui aux communautés rurales par la construction des écoles permanentes. Déjà, 82 communautés rurales des régions de Gbeke, du Hambol, du Tchologo et du Poro ont bénéficié du projet. Cela pour permettre aux enfants d'apprendre dans de meilleures conditions. Les responsables de l'éducation nationale de la région et les bénéficiaires apprécient à sa juste valeur le projet. C'est un projet qui est venu vraiment soulager la population. 6 000 enfants ont pu regagner l'école grâce au projet. Cette ONG, elle vient nous aider à essayer donc de compléter l'action du gouvernement dans la construction de nos écoles. Pour sa dernière phase, cette année, 45 villages rattachés au bureau de Boaké et d'Odiné ont profité du projet. Notre contribution, il y a une partie financière pour encourager la construction du bâtiment et puis ensuite nous allons équiper les bâtiments. Nous voudrons vraiment encourager les communautés à s'investir pour la scolarisation de leurs enfants. Afin de mieux outiller les communautés, des formations sont initiées à leur profit sur la protection des enfants, la comptabilité simplifiée et sur la vie associative. À l'étranger, les chefs de la diplomatie des pays du G7 ont plaidé hier au Japon pour un monde sans armes nucléaires dans une déclaration dite de Hiroshima après une visite historique du secrétaire d'État américain John Kerry au mémorial de cette ville symbole de la bombe atomique. Les 7 plus grandes puissances occidentales ont également appelé à accélérer et à intensifier la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Hiroshima a vécu une journée historique ce 11 avril. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un secrétaire d'État américain, John Kerry en l'occurrence, a rendu hommage aux 140 000 victimes directes ou indirectes de la bombe atomique. Jamais un haut responsable américain d'un tel niveau n'avait effectué une visite au mémorial de la paix de cette ville qui a subi le premier bombardement atomique de l'histoire. Je tiens à dire combien je suis ému sur le plan personnel et honoré d'être ici pour la première visite d'un secrétaire d'État dans cette charmante ville de Hiroshima. Ça nous rappelle tous combien les choix de guerre sont extraordinairement complexes et de ce que la guerre a fait aux gens, aux communautés, aux pays, au monde. S'il n'a pas présenté des excuses formelles de son gouvernement, John Kerry, tout en encourageant le président Obama à se rendre à son tour à Hiroshima, a fustigé le comportement de la Corée du Nord qui multiplie ces derniers temps des essais nucléaires. Tout le monde devrait visiter Hiroshima et quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde. Donc j'espère qu'un jour le président des États-Unis fera partie de ce tout le monde qui pourra venir ici. C'est pour cette raison que ce que fait Kim Jong-un est une aberration par rapport à la direction dans laquelle le monde veut aller. Cette visite de John Kerry se situe dans le cadre d'une réunion des chefs de la diplomatie du G7 en prélude au sommet de l'institution qui se tiendra fin mai au Japon. Little Boys avait été largué sur Hiroshima le 6 août 1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale. En sport, l'équipe féminine de football ne sera pas au rendez-vous de la CAN 2016 au Cameroun. Les Ivoiriennes ont été battues à l'aller au Caire en Égypte. Elles se sont imposées hier après-midi à Abidjan par un score de 2-1, un score insuffisant pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations féminines édition 2016. Il ne leur reste plus que des pleurs et des regrets. Les Ivoiriennes ne seront pas au rendez-vous du Cameroun pour la CAN 2016. Et ce, malgré leur victoire à 2-1 face aux Égyptiennes à l'issue du match comptant pour la manche retour du dernier tour des éliminatoires de cette compétition continentale. La faute à un manque de réalisme et de lucidité des filles de Clémentine Touré, qui avaient pourtant en face une équipe égyptienne largement à leur portée. Retranchées dans leur camp, les pharaons vont subir les multiples assauts des éléphantes, qui seront d'ailleurs récompensés à la 37e minute grâce à Elo Amon Rebecca. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Le deuxième but intervient à la 43e minute par Tia Inès. À 2-0, l'espoir d'une qualification en phase de poule est permis. Mais à la deuxième mi-temps,
Les Ivoiriennes se relâchent quelque peu et les Égyptiennes en profitent pour sortir de leur camp. Elles vont d'ailleurs concrétiser la seule occasion qui s'offre à elles, à la 86e minute, pour briser les espoirs des Ivoiriennes. À 2-1 au coup de sifflet final, les Ivoiriennes qui avaient été battues 0-1 au match aller sont éliminées. Pas de CAN 2016 pour l'équipe féminine de Côte d'Ivoire. À l'étranger, à nouveau, la composition du nouveau gouvernement centrafricain a été dévoilée ce lundi 11 avril. Quelques anciens ministres de François Bozizé refont leur apparition. Des ex-candidats à la présidentielle obtiennent la majorité des postes clés. Au Niger également, le premier gouvernement après la réélection du président Mahamadou Issoufou en mars est connu depuis lundi. Sa composition a été rendue publique sur les ondes de la télévision nigérienne. Plusieurs jeunes font leur entrée. Nouveau coup dur pour l'exécutif brésilien. La commission spéciale parlementaire a donné un avis positif à la poursuite de la procédure de destitution qui menace Dilma Rousseff. Au plus bas des sondages et rattrapée par le scandale de corruption Petrobras, la présidente du Brésil se retrouve face à un rendez-vous extrêmement dangereux. Les parlementaires vont se prononcer sur son éventuelle mise en accusation. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI